Bonjour à tous, dans cette vidéo on corrige un TD que je vous avais demandé de chercher il y a quelques jours, la semaine dernière exactement, concernant les suites définies par une relation de récurrence linéaire d'ordre 2. Alors c'est un TD qui concerne les suites mais qui vient à ce moment de l'année parce qu'on utilise des techniques d'algèbre linéaire, notamment dans des espaces vectoriels de dimension 2. On va voir ça tout de suite. Alors l'énoncé nous donne deux réels, A et B, avec B différent de 0, et on considère un ensemble qui s'appelle EAB. Le AB a été mis dans un crochet pour éviter les indices. On pourra dire néanmoins E indice AB ou EAB. C'est l'ensemble de toutes les suites U réelles, donc R exposant N, c'est l'ensemble de toutes les suites à terme réel, qui vérifie une relation que l'énoncé appelle petit r. Alors attention, R ne dépend pas de N parce qu'elle est quantifiée ici. En revanche, elle dépend de A et B. On aurait pu l'appeler R indice AB, mais ça aurait alourdi la notation. La relation la voilà, quel que soit N appartenant à grand N, U indice N plus 2, c'est A fois U indice N plus 1 plus B fois UN. Vous comprenez le mot, enfin maintenant, du moins j'espère, la phrase relation de récurrence linéaire d'ordre 2. C'est-à-dire que la suite UN est construite par récurrence, chaque terme dépendant des deux précédents de façon linéaire. Vous voyez d'ailleurs qu'une telle suite, pour être définie, on doit donner, en même temps que la relation R, la valeur de U0 et U1 qui permettra de calculer U2, puis U3, etc. Alors, dans la première question, on nous demande de montrer que EAB est un espace vectoriel de dimension 2 sur R, bien sûr. Alors, on va montrer très facilement que c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de toutes les suites. Une remarque peut-être initiale, je l'ai écrit en bas, mais on peut la faire tout de suite. La suite nulle vérifie évidemment la relation R, donc la suite nulle est dans EAB. Cet ensemble n'est pas vide. Prenons deux suites à l'intérieur de cet ensemble, je les ai appelées U et V. Si elles sont dans EAB, donc elles vérifient R. Et bon, j'ai posé pour la simplification, la simplicité des écritures. C'est long d'écrire lambda U plus mu V, le tout indice N. Alors cette suite, j'ai appelé W. Bon, l'idée, c'est de prendre deux suites dans EAB, une combinaison linéaire de ces deux suites, lambda U plus mu V ou lambda mu appartient à R2, et voir que cette combinaison linéaire est encore dans EAB. Alors, on définit bien sûr une suite, et pour tout n dans n, W indice n plus 1, alors ça c'est la définition des opérations pour les suites, c'est tout ça là, lambda U plus mu V indice n plus 2, mais donc c'est lambda U indice n plus 2 plus mu fois V indice n plus 2. Le U indice n plus 2, c'est ça. C'est AUN plus 1 plus BUN. Là, j'ai sauté peut-être une ligne où on aurait pu écrire W indice N plus 2 égale lambda indice UN plus 2 plus mu VN plus 2. Bon, j'ai remplacé tout de suite U indice N plus 2 par cette parenthèse et V indice N plus 2 par celle-ci. Vous voyez que si on regroupe les termes qui concernent A, j'ai A facteur de lambda UN plus 1 plus mu V indice N plus 1. Et d'autre part, B, facteur de lambda UN plus mu Vn. Mais qu'est-ce que c'est que lambda UN plus 1 plus mu Vn plus 1, c'est W indice N plus 1. Et B, facteur de lambda UN plus mu Vn, c'est B fois Wn. Donc vous voyez ici que W vérifie la relation R, puisque pour tout n, on a bien l'égalité voulue. W vérifie R, donc W est dans EAB. J'ai rédigé ça en disant que si deux suites vérifient R, toute combinaison linéaire de ces deux suites vérifie R. Alors, ceci assure que E1AB, qui contient la suite nulle, est un sous-espace vectoriel de R exposant N. Alors, reste à déterminer cette dimension. On nous dit qu'il est de dimension 2, il va falloir le prouver. Bon, la première idée qui peut venir à l'esprit, c'est de déterminer une base. Bon,
j'en dis deux mots. Une base serait deux suites évidemment vérifiant la relation R, dont la première serait définie par U0 égale 0 et U1 égale 1, et la deuxième par U0 égale 1 et U1 égale 0. Mais bon, je pense que la meilleure idée, c'est celle que je vais développer de l'autre côté du tableau, et qu'on a d'ailleurs évoqué dès le début, c'est qu'une suite de E à B est caractérisée par la donnée de ces deux premiers termes, U0 et U1. Caractérisé par, ça nous laisse, ça permet de dire qu'on va pouvoir construire une bijection entre les suites de E à B et les couples de leurs deux premiers termes. On fait ça de l'autre côté. Alors développons notre idée. Une suite de U, de E à B, est caractérisée par la donnée de ces deux premiers termes, U indice 0 et U indice 1. On considère l'application qui va de E à B dans R2 et qui a une suite associe justement le couple U0, U1. Alors, phi est clairement linéaire, puisque l'image d'une somme de suites, c'est le couple de la somme de ces premiers termes, et c'est donc la somme des couples de ces premiers termes. Idem pour lambda U, l'image de lambda U, c'est lambda U0, lambda U1, et c'est donc lambda fois le couple U0, U1, qui est clairement linéaire. De plus, et c'est ça notre idée, pour alpha bêta appartenant à R carré, ici, fixé dans l'ensemble d'arrivées, donc, il existe une suite réelle unique U, telle que U0 c'est alpha, U1 c'est bêta, et R est vérifié. C'est-à-dire qu'on peut construire tous les termes connaissant deux de ses prédécesseurs, enfin ses deux prédécesseurs. Bon, cette suite, qu'est-ce que c'est? C'est l'unique antécédent de alpha bêta par phi. Autrement dit, deux points, phi est une bijection. Phi est bijective. Bijective. Alors, bijective et linéaire, c'est un endomorphisme, un isomorphisme. Alors, phi est un isomorphisme. Phi est un isomorphisme entre notre espace vectoriel. C'est un espace vectoriel parce que c'est un sous-espace vectoriel de R exposant n. Et dimension de R2, c'est 2. Sur R, bien sûr. Donc, la dimension de notre espace E à B, c'est 2 aussi. Je rappelle que deux espaces vectoriels sont isomorphes si et seulement si ils ont la même dimension. Attention, ça c'est valable pour les espaces vectoriels de dimension finie. Alors, on a réussi à construire comme ça un isomorphisme, une application linéaire bijective entre E à B et R2. Ici, j'aurais pu évidemment écrire R, mais bon, il est clair que tout ça, ce sont des R espaces vectoriels. Alors, dans la question 2, on prend un cas particulier. On nous dit A égale moins 1,5 et B égale 3. Question petit 1. Oui, j'ai rappelé R. Ici, R devient pour tout n appartenant à grand N, UN plus 2, c'est moins 1,5 de UN plus 1 plus 3 UN. Et on appelle E moins 1,5, 3, E indice moins 1,5, 3, l'ensemble des suites réelles vérifiant cette relation désormais. A et B ne sont plus des réels fixés quelconques, mais moins 1,5 et 3. Dans la question 1, on vous demande de déterminer une base de E moins 1,5, 3, formée de suites géométriques. Alors, pour faire une base dans un espace vectoriel de dimension 2, il faut deux objets. Ici, les vecteurs, vous avez bien compris, c'est des suites. Alors, on vous demande que ces suites-là soient géométriques. Bon, il faut qu'elles soient géométriques, non proportionnelles, pour former une base, et qu'elles vérifient donc la relation R qui est ici, là. Alors, être géométrique, c'est à constant près être de la forme des Q exposant n quand n appartient à grand N. Alors, on prend évidemment Q dans R étoile, parce que si on prend Q égale 0, on a la suite nulle qui ne peut pas servir d'élément d'une base.
Donc la question qui va suivre, c'est comment choisir la raison Q de notre suite géométrique pour que celle-ci soit dans E moins 1 demi 3, c'est-à-dire vérifie cette relation de récurrence. On fait ça tout de suite. Poursuivons notre raisonnement sur une suite géométrique dont la raison est Q, donc U est la suite des Q exposant N. Attention, je n'affirme pas ça, je dis qu'elle appartient à E moins 1 demi 3 si et seulement si, hein. Ça c'est, j'explore ici des conditions nécessaires et suffisantes pour que ce soit le cas, je n'affirme pas qu'elle est dedans. C'est donc le cas si et seulement si pour tout N appartenant à N, U indice N plus 2, à savoir Q exposant N plus 2, égale moins 1 demi de U indice N moins 1, à savoir Q exposant N moins 1, plus 3 fois Q exposant N. Vous voyez que Q exposant N ici est différent de 0 puisqu'on a pris Q appartenant à N étoiles et que donc on peut diviser cette relation-là par Q exposant N. Auquel cas vous voyez qu'ici quel que soit N devient inutile. La condition nécessaire et suffisante pour que la suite géométrique de raison Q soit dans E indice moins 1 demi 3, c'est celle-là. Elle ne tient que à la valeur de Q et elle s'exprime par Q carré égale moins 1 demi de Q plus 3. Ou si on met tout dans le même membre, Q carré plus 1 demi de Q moins 3 égale 0. Le polynôme x carré plus 1 demi de x moins 3 admet moins 2 pour racine. Alors je dis pas qu'elle est évidente, mais on la trouve assez vite. Vous voyez que moins 2 est racine, donc ici ça fait x plus 2 facteur de x moins 3 demi pour rétablir le moins 3 initial. Oui, moins 2, hein, parce que 4 moins 3 moins 1, ça fait bien 0. Autrement dit, si et seulement si Q égale moins 2 ou Q égale 3 demi. Alors, ça c'est intéressant. Une suite U est dans, une suite géométrique de raison Q est dans E si et seulement si Q égale moins 2 ou Q égale 3 demi. Je propose qu'on appelle G moins 2. Vous voyez que les crochets sont bien utiles pour éviter les indices. G moins 2, la suite des moins 2 exposant N quand N appartient à grand N. Et j'ai indice 3 demi où j'ai crochet 3 demi, la suite des 3 demi exposant N quand N appartient à grand N. Alors, d'après l'équivalence, et c'est pour ça qu'il ne faut pas supposer le haut pour avoir le bas. Il faut conserver les équivalences, parce que là, on a pris justement Q égale moins 2. Cette suite-là appartient à E moins 1 demi 3. De même, puisqu'on a pris ici Q égale 3 demi, cette suite appartient à E moins 1 demi 3. Donc ces deux suites appartiennent à notre ensemble. L'ensemble des suites vérifiant notre relation R pour A égale moins 1 demi et B égale 3. De plus, elles ne sont clairement pas proportionnelles. Deux vecteurs non proportionnels dans un ensemble qui est un R espace vectoriel de dimension 2, elles forment une base. Une base de E moins 1 demi 3. C'est une base, hop, elle forme une base de moins 1 demi. Alors il faut les écrire côte à côte, entourés de virgules. On va laisser ça comme ça. Ça et ça forment une base de E moins 1 demi 3. Alors, et ben voilà, on a une base. Alors, si on a une base, on va pouvoir exprimer tout élément de notre ensemble comme combinaison linéaire des éléments de notre base. Question 2, fixons alpha et bêta dans R carré et U dans E moins 1 demi 3. Déterminez UN en fonction de N, alpha et bêta. Alors, autrement dit, ici, vous voyez que U est construit par U0 égale alpha, U1 égale bêta, et pour tout N appartenant à grand N, U indice N plus 2 égale moins 1 demi de U indice N plus 1 plus 3 UN.
Ça, c'est la façon, disons, récurrente de construire U. Ce que l'on vous demande là, c'est, à l'aide de l'étude précédente, de passer d'une façon récurrente de définir U à une façon explicite de définir U, à savoir avoir UN en fonction de N. Alors, notre travail n'a évidemment pas été inutile. D'après 1, il existe lambda et mu, qui d'ailleurs sont uniques, hein, dans R, tel que quoi? Tel que notre suite ici, c'est une combinaison linéaire des éléments de notre base. Donc de la suite géométrique de raison moins 2, plus mu fois la suite géométrique de raison 3 demi. Mais ça, c'est-à-dire tel que, ça s'écrit comment? Quel que soit n appartenant à grand N, U indice n égale lambda fois moins 2 exposant n plus mu fois 3 demi exposant n. Qu'est-ce qui reste à déterminer? Il reste à déterminer la valeur de lambda et mu. Alors, on a vu tout à l'heure que c'est les valeurs initiales U0 et U1 qui caractérisent une suite. Donc les valeurs de lambda et mu vont être caractérisées par les égalités données par n égale 0 et n égale 1 qui vont permettre de calculer lambda et mu en fonction de alpha et bêta. On poursuit la recherche de l'expression explicite de U indice n, sachant que U est une suite de E moins 1 demi 3. Pour l'instant, on a UN qui, pour tout n, vaut lambda fois moins 2 exposant n plus mu fois 3 demi exposant n, où lambda et mu sont deux réels indépendants de n. Alors, bon, cette quantité-là, pour n égale 0, s'écrit lambda plus mu, vaut lambda plus mu. Mais d'autre part, ça vaut U0 qui, nous dit-on, est alpha. Ça nous donne une première équation, lambda plus mu égale alpha. Pour n égale 1, cette quantité s'écrit moins 2 lambda plus 3 demi de mu, ce qui nous donne une deuxième équation, moins 2 lambda plus 3 demi de mu égale bêta, bêta étant la valeur choisie pour U1. Alors, j'ai appelé S ce système. Maintenant, on a des réflexes, hein, le déterminant de S est donné par les coefficients 1, 1, moins 2, 3 demi. 3 demi plus 2, c'est 3 demi plus 4 demi, ça fait 7 demi. Alors, on sait du coup que S équivaut à, je vais résoudre ça avec les petites formules de Cranmer, hein, puisqu'on vient de les revoir. Alors, 2 septièmes, l'inverse du déterminant, multiplié par le déterminant obtenu en mettant en première colonne alpha et bêta, 1 et 3 demi, et pour mu, 2 septièmes, ici 1 moins 2, alpha et bêta, mu, donc c'est 2 septièmes de bêta plus 2 alpha, bêta plus 2 alpha, ça fait 4 alpha plus 2 bêta, le tout divisé par 7. Et là-haut, qu'a-t-on? On a 2 septièmes de 3 demi de alpha moins bêta. On va écrire ça, 3 alpha moins 2 bêta, le tout divisé par 7. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a donc ainsi 2 points, quel que soit n appartenant à n, un égale. Alors, notre premier coefficient, c'est 3 alpha moins 2 bêta divisé par 7 fois, alors ça c'est, je vous le rappelle, hein, le coefficient de moins 2 exposant n, plus un coefficient 4 alpha plus 2 bêta divisé par 7 fois 3 demi exposant n. Alors, voilà notre expression explicite de UN, alors que je vous rappelle que UN, au départ, c'était la suite définie par U0 égale alpha, U1 égale bêta, et pour tout n appartenant à grand N, U indice n plus 2, c'est
moins 1 demi de u indice n plus 1, plus 3un. Vous voyez qu'on est passé ainsi d'une définition par récurrence à une définition explicite. Alors, on va faire dans la question 3 la même chose, mais cette fois avec égale 4 et b égale moins 4. Là encore, l'idée c'est de passer d'une définition d'une suite appartenant à E 4 moins 4, donc U0 égale alpha, U1 égale bêta, et pour tout n appartenant à n, U indice n plus 2 égale 4un plus 1 moins 4un, à une définition explicite, UN égale, donnée pour tout n. Question 1, trouver les suites géométriques qui sont dans E1, 4 moins 4. Alors, on fait comme tout à l'heure, soit Q appartenant à R étoile. Oui, R étoile, parce que sinon on va trouver la suite géométrique de raison nulle, la suite nulle, qui ne pourra pas nous fournir un élément d'une base. Alors cette suite des Q exposant n est dans E 4 moins 4, si et seulement si, quel que soit n appartenant à grand N. Cette fois, ça fait Qn plus 2 égale 4 fois Qn plus 1 moins 4 fois Q exposant n. Mais ça a lieu si et seulement si avec Q dans R étoile, on divise tout par Q exposant n. Ça a lieu si Q carré égale 4Q moins 4, à savoir Q carré moins 4Q plus 4 égale 0, et ça fait Q moins 2 au carré égale 0, et donc ça a lieu si et seulement si Q égale 2. Donc, une suite géométrique est dans E4-4 si et seulement si sa raison c'est 2. Alors, bon, il y a une infinité de suites géométriques, dont la raison est 2, mais elles sont toutes proportionnelles. Elles sont toutes proportionnelles à la suite des deux exposants n. Mais une suite de ce type ne suffit pas à construire une base de notre ensemble E4-4, parce que je vous rappelle qu'il est de dimension 2. Alors, c'est le but de la question, ça c'était la question 1, j'ai pas noté. La question 2, dans le 3, c'est de déterminer une autre suite qui soit dans E4-4 et non proportionnelle à celle que l'on vient de déterminer, c'est-à-dire la suite des deux exposants n. On fait ça maintenant. La deuxième suite qui va nous permettre de construire une base de E4-4, l'énoncé nous suggère que c'est celle des n fois Q exposant n, avec Q égale 2. Alors je vous rappelle au passage comment on a trouvé 2. 2 c'est l'unique solution d'une équation qu'on a construite à partir de la relation de récurrence. La relation de récurrence c'est U indice n plus 2 égale 4 U indice n plus 1 moins 4 UN. Et on lui a associé pour la recherche des suites géométriques vérifiant cette équation, l'équation Q carré égale 4Q moins 4. Et ça, vous voyez, c'est très similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure. On appelle ça l'équation caractéristique de la relation de récurrence. Dans le premier cas, de point numéro 2, on avait trouvé deux solutions pour Q, et donc on avait pu construire deux suites géométriques pouvant former une base. Là, il n'y a qu'une solution, c'est 2, donc on peut former une suite géométrique formant une base. Il y a une infinité de suites géométriques, mais toutes proportionnelles. Donc c'est celle-là, G2, qui va nous servir pour former la base. Il n'y en a pas d'autre qui peut, comme ça, nous fournir une famille libre de deux suites géométriques. Alors on nous propose celle-là. Alors, pour montrer que ces deux-là forment une base, il faut déjà que celle-ci soit dans E4-4. Alors, vérifions-le. Je l'ai appelé H2. H2 indice n plus 2, c'est n plus 2 fois 2 exposant n plus 2. D'accord? Et d'autre part, si on teste dans la relation 4 fois H2 indice n plus 1 moins 4 fois H2 indice n, alors il vient 4, facteur de n plus 1 fois 2 exposant n plus 1, moins 4n fois 2 exposant n. Vous voyez qu'on peut factoriser 4 et 2 exposant n. Il vient ici 2n plus 2 dans le premier membre, et dans le deuxième terme, il vient moins n. Mais ça fait justement n plus 2 ici, par n plus 2
fois 2 exposants n plus 2. Autrement dit, hn plus 2 égale 4h2 indice n plus 1 moins 4h2 indice n. On savait déjà que G2 était dans E indice 4 moins 4, mais de plus on a H2 dedans. H2 est dans E indice, enfin oui, 4 moins 4. Et ça c'est cette vérification ici qui nous le montre. Bon, de plus, ces deux suites ne sont pas proportionnelles. Et dimension de, je vous le rappelle, et dimension de E indice 4 moins 4, c'est 2. Si on a comme ça deux objets non proportionnels dans un espace de dimension 2, on en déduit que la famille formée des suites G2 et H2 est une base de notre sous-espace vectoriel de R exposant n, mais donc notre espace vectoriel de dimension 2, E4 moins 4. Et c'est ça qui nous était demandé. Alors, maintenant qu'on a une base, on va pouvoir s'en servir pour exprimer sur cette base tout de suite de E4-4. Alors on en prend une, soit U dans E4-4, tel que U0 c'est égal alpha et U1 égale bêta. Il existe, disons, lambda et mu appartenant à R carré, tel que, quel que soit n appartenant à grand N, quel que soit n appartenant à grand N, UN, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est lambda, tel que, oui, j'aurais pu écrire, tiens, ici, ça va peut-être vous faire une petite étape, tel que U égale lambda fois G2 plus mu fois H2. Sachant ça c'est des suites, c'est-à-dire quel que soit n appartenant à grand N, UN égale lambda fois 2 exposants n plus mu n fois 2 exposants n. Alors, on va faire comme tout à l'heure pour déterminer lambda et mu. Prenons déjà pour n égale 0. Pour n égale 0, ça fait... Alors on va écrire U0 et U1. Alors U0 d'une part c'est lambda et c'est donc alpha. Et U1 c'est 2 lambda plus 2 mu. Vous voyez ici, si n égale 1, ça fait bien 2 lambda plus 2 mu et ça vaut bêta. Donne lambda égale alpha donc, et mu c'est bêta moins 2 lambda, bêta moins 2 lambda, c'est-à-dire moins 2 alpha, le tout sur 2. Alors, je vais écrire ça de l'autre côté, mais vous voyez que finalement, ou à moins que j'efface ici, mais je vais effacer ici. Non, ça va, c'est mieux que vous l'ayez sous les yeux. Bon, je reprends ça et j'ai plus qu'à conclure. Pour tout n, un c'est alpha fois 2 exposants n plus ce scalaire fois n fois 2 exposants n. J'écris ça de l'autre côté. J'ai écrit finalement ce que je n'avais pas la place d'écrire en bas du tableau précédent. Pour tout n appartenant à n, un c'est... Alors j'ai factorisé 2 exposants n, il vient lambda d'une part, plus le mu qu'on avait trouvé. Ah, le lambda d'ailleurs c'était alpha, je crois. Oui, c'est alpha, j'ai écrit lambda, mais en fait il s'agit d'alpha. Plus le mu qu'on avait trouvé, moins 2 alpha plus bêta divisé par 2 fois n, fois 2 exposants n. Alors voilà, cette fois, l'expression explicite d'une suite U de E 4-4
dont les premiers termes U0 c'est respectivement alpha et U1 c'est bêta. Alors, retour au cas général maintenant pour les questions 4, 5 et 6. On revient à une relation R qui est pour tout n appartenant à n, U indice n plus 2, c'est A, U indice n plus 1 plus B, UN, où A et B sont dans R, plus exactement A est dans R et B est dans R étoile. B n'est pas nul. Alors, on considère toujours l'ensemble EAB des suites de R exposant n, vérifiant la relation petit r. Et cette fois, on a compris, on va lui associer qu'on appelle l'équation caractéristique Q carré égale AQ plus B d'inconnu Q dans R étoile. Alors, en fait, dans C étoile, on verra un peu plus tard, mais pour l'instant, dans R étoile, vous voyez que C équivaut à Q carré moins AQ moins B égale 0, qui est une équation de discriminant delta égale A carré plus 4B. Alors, comme A est dans R et B est dans R étoile, delta c'est un réel. Il est donc légitime de distinguer deux cas, il est positif ou négatif. Alors, dans la question 4, on nous dit il est positif. Généraliser ce que l'on a fait aux questions 2 et 3. Il faut envisager deux cas. Soit on est dans le cas de la question 2, c'est-à-dire delta strictement positif. Et dans ces cas-là, notre équation C, ici, admet deux solutions réelles distinctes Q1 et Q2. Ou alors, delta égale 0, et notre équation C, ici, admet une seule solution réelle, qu'on appellera Q0. Plaçons-nous dans le premier cas. Delta strictement positif, C admet deux solutions réelles distinctes, je ne l'ai pas écrit, mais c'est sous-entendu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la suite des Q1 exposant n quand n appartient à grand N. La suite des Q2 exposant n quand n appartient à grand N. Alors là, vous pouvez très facilement voir que si Q vérifie ça, la suite géométrique de raison Q fait partie de E indice AB. Autrement dit, ces deux suites, je vous laisse vérifier, ça prend vraiment une minute, ces deux suites-là vérifient la relation de récurrence qui est là, et donc sont des éléments de E indice AB. Vous voyez que comme Q1 et Q2 sont distincts, ces deux-là ne sont pas proportionnels. Ça fait deux éléments non proportionnels d'un espace vectoriel de dimension 2. Dans ces cas-là, GQ1 virgule GQ2, qui est un couple de suite, vous avez bien compris, est une base de EAB. Alors, si on prend U dans EAB, qu'est-ce qu'on sait? Il existe lambda mu tel que quel que soit n appartenant à grand N. Si vous voulez, je peux là encore faire un petit détour en disant tel que U égale lambda fois GQ1 plus mu fois GQ2. Lambda fois GQ1 plus mu fois GQ2, c'est-à-dire tel que quel que soit n appartenant à grand N, UN égale lambda fois Q1 exposant n plus mu fois Q2 exposant n. Ici, vous pouvez mettre des parenthèses. Et ben voilà. Alors, comment on détermine lambda et mu? Eh ben, on résout le système U0. Ici, ça va faire lambda plus mu égale U0. Et Q1 lambda plus Q2 mu égale U1. Une remarque, vous avez Q1 différent de Q2 ici. Et donc, regardez, le déterminant du système, c'est Q2 moins Q1. Ce système a une solution unique, ce qui vous fournit un couple lambda mu unique.
que vous mettez là après pour avoir l'expression explicite de UN en fonction de N. Voilà qui généralise notre question de... Bon, le fait que ces deux suites appartiennent à E indice AB, je vous le laisse faire, hein, c'est très rapide. Alors, il nous faut maintenant faire le cas 2, delta est égal à 0. Dans ces cas-là, on ne dispose plus que d'une seule solution réelle de notre équation C, et donc d'une suite géométrique de la forme Q0 exposant n pour n appartenant à grand N pour former notre base. C'est insuffisant, il faudra la compléter. Toujours dans le cas général, mais cette fois lorsque delta égale 0, on reprend notre équation caractéristique Q carré égale AQ plus B, ou bien Q carré moins AQ moins B égale 0, elle admet une solution unique, Q0, et d'ailleurs Q0 c'est le terme devant moins le terme devant Q divisé par 2, ça fait A sur 2, ça pourra servir, Q0 c'est A sur 2 dans ces cas-là. Alors, en s'inspirant de la question 3, on pose GQ0 la suite des Q0 exposant n, et HQ0 la suite des NQ0 exposant n pour n appartenant à grand N. On voit facilement, là encore je vous le renvoie, à ce petit calcul que cette suite, la suite géométrique de raison Q0, vu que Q0 est solution de C1, d'accord, on voit très facilement qu'elle vérifie la relation de récurrence U indice n plus 2 égale A fois U indice n plus 1 plus B fois UN. C'est moins évident pour celle-là. Alors, prenons n appartenant à grand N et calculons HQ0 d'abord en son indice n plus 2. Bon, bah ça fait n plus 2 fois Q0 exposant n plus 2. Et d'autre part, A fois HQ0 indice n plus 1 plus B fois HQ0 indice n. Alors, j'ai remplacé, ça fait A n plus 1 fois Q0 exposant n plus 1 plus B n fois Q0 exposant n. On peut factoriser Q0 exposant n, il vient AQ0 facteur de n plus 1 plus Bn. On va regrouper ça sous la forme AQ0 plus B, le tout facteur de n plus AQ0, hop, encore facteur de Q0 exposant n. Oui, mais AQ0 plus B, AQ0 plus B, c'est Q0 carré, puisque Q0 est solution de cette équation. Et d'autre part, AQ0, A fois Q0, c'est 2Q0 carré, égale 2Q0 carré. Donc ici, AQ0 carré, ici j'ai Q0 carré, ça va faire ce qu'il nous faut, regardez, hein. Ici, il vient Q0 carré n plus 2Q0 carré facteur de Q0 exposant n, c'est-à-dire exactement n plus 2 fois Q0 exposant n plus 2. Donc vous voyez que notre suite ici, hop, avec ce petit calcul, ainsi, notre suite HQ0 appartient à AB. Alors, on voit vite que H avec G indice Q0 et H indice Q0 est une famille libre dans E indice AB, elles ne sont pas proportionnelles. C'est une base de E indice AB. Alors, G indice Q0, H indice Q0, c'est une base de E indice AB. Pour U appartenant à E indice AB, deux points, on a quelques... là encore, hein, je passe, je vais écrire quand même, il existe un couple lambda mu appartenant à R carré, tel que, allez,
c'est lambda fois G indice Q0 plus mu fois H indice Q0, c'est-à-dire tel que quel que soit n appartenant à grand N, UN égale lambda plus mu fois n. Vous voyez, ça fait lambda fois Q0 exposant n plus mu n Q0. Là, je mets comme ça, là, Q0 exposant n. Et voilà la forme générale et explicite d'une suite donnée par la relation de récurrence UN plus 2 égale A UN plus 1 plus B UN quand le discriminant de l'équation caractéristique est nul. Comment trouver lambda et mu? Eh bien, on résout un petit système, toujours le même. Hop, pour n égale 0, on va obtenir lambda égale U indice 0. Et pour n égale 1, on va obtenir lambda plus mu, le tout facteur de Q0, égale U indice 1. Ce qui vous permet de trouver lambda et mu de façon unique pour déterminer l'expression explicite de UN. Alors, vous voyez qu'on a généralisé les questions 2 et 3. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est à examiner le cas où l'équation caractéristique a un discriminant strictement négatif. Là, il n'y a plus du tout de réel qui en sont solution. Il y aura des complexes conjugués, mais nous, on n'est pas à la recherche de suites complexes, on est à la recherche de suites réelles. Donc, c'est la question 5 qui va nous guider pour trouver, là encore, quand même, deux suites réelles formant une base de E indice à B, où cette fois l'équation caractéristique associée à A et B, donc, a un discriminant strictement négatif. On fait ça maintenant. On va donc bien sûr faire la question 5 où delta est réel et strictement négatif, mais d'abord j'aimerais faire une petite remarque. Si on cherche à déterminer les suites U complexes vérifiant la relation de récurrence UN plus 2 égale A fois UN plus 1 plus B fois UN avec AB appartenant à C et B non nul, alors dans ces cas-là il n'y a que deux cas. Le cas où delta est différent de 0 et le cas où delta égale 0. Dans le premier cas, UN vérifiant la relation de récurrence donc est de la forme lambda Q1 exposant n plus mu Q2 exposant n, où Q1 et Q2 sont les solutions densées, les solutions complexes de l'équation caractéristique associée à cette relation, à savoir Q carré égale AQ plus B ou Q carré moins AQ moins B égale 0. Dans le deuxième cas, vous savez que si delta est différent de 0, il y a toujours deux solutions complexes à une équation de ce type. Dans le deuxième cas, il n'y en a qu'une solution, et UN s'écrira lambda plus mu n fois Q0, où Q0 est la solution densée de l'équation caractéristique. Alors, on pourrait utiliser ça en se demandant maintenant à l'intérieur, en supposant A et B réels, parmi ces suites, lesquels sont des réels. C'est pas ce que fait la question 5, donc on va suivre ce qui nous est proposé. On retourne au cas où U est une suite réelle, où A et B sont des réels, et où donc delta, A carré plus 4B, le discriminant de cette équation caractéristique, est lui aussi un réel. Dans ces cas-là, il est légitime d'étudier le cas delta strictement négatif. Alors, on utilise quand même les complexes, à savoir que l'équation caractéristique, Q carré moins AQ moins B égale 0, admet deux solutions complexes, non réelles, puisque delta est strictement négatif. Pourquoi conjuguer? Parce que les coefficients de cette équation-là, 1 moins A et B, sont réels. Et dans ces cas-là, on sait que si Q est solution, le conjugué de Q l'est également. C'est pas le cas si A et B sont des complexes quelconques, des complexes pas forcément réels. Ici, A et B sont des réels. Donc, s'il y a une solution à l'équation caractéristique complexe, il y a aussi son conjugué. Alors, notons là Z
pour l'une, z conjugué pour l'autre, et mettons-les sous forme trigonométrique ou exponentielle, rho exponentielle i θ, et rho moins i exponentielle moins i θ, où rho est dans r plus étoile, et θ est dans r. Vous voyez que q égale 0, enfin z égale 0, hein, ici. On peut chercher, si vous voulez, ici des solutions complexes, hein, donc ça c'est q ici et q carré peuvent être, ces deux complexes-là sont solutions. Vous voyez que q égale 0 n'est pas solution puisque b n'est pas nul, donc on peut prendre z et z bar des complexes non nuls, et rho est bien dans r plus étoile. Alors, ce que nous propose d'utiliser la question 5, c'est les suites réelles. La suite des xn où xn c'est rho exposant n cosinus n θ et yn c'est rho exposant n sinus n θ. Ce que l'on va montrer, c'est que la suite x formée des xn, autrement dit les xn n appartenant à grand N, et d'autre part la suite des yn n appartenant à grand N est une base de EAB. Alors, il faut déjà montrer que ce sont deux éléments de EAB, à savoir qu'elle vérifie la relation de récurrence R. D'autre part, qu'elles ne sont pas proportionnelles, ça va pas être très compliqué. Et dans ces cas-là, on aura bien deux éléments formant une famille libre à l'intérieur d'un R espace vectoriel de dimension 2. On aura une base. Allez, faisons ça. Pour n appartenant à grand N, on a posé xn égale rho exposant n cosinus n θ, c'est-à-dire la partie réelle de rho exposant n exponentielle in θ. C'est-à-dire la partie réelle de z exposant n, où z est une solution complexe non réelle de l'équation q carré égale aq plus b. On a donc z carré égale az plus b. En multipliant par z exposant n dans C, on trouve z exposant n plus 2 égale az exposant n plus 1, plus bzn, mais a et b sont des réels. A, b ici appartiennent à R. Donc quand on prend la partie réelle de ça, ça fait x exposant n plus 2. La partie réelle de ça, ça fait a fois x exposant n plus 1. Et la partie réelle de ça, ça fait b facteur de x exposant n. De même, si vous raisonnez avec les parties imaginaires, pour n appartenant à grand N, la partie imaginaire de ça, c'est rho exposant n sinus n θ, c'est y, hein, pour z. Ici, c'est yn plus 1, et là, c'est yn plus 2. Autrement dit, yn plus 2, égale a y indice n plus 1 plus b fois yn. Autrement dit, les suites xn et yn appartiennent à E indice AB. Alors, on va écrire ça, xn comme ça, la suite des xn n appartenant à grand N est dans E indice AB. Et de même, la suite des yn n appartenant à grand N est dans l'ensemble des suites vérifiant AB. Vérifiant l'équation R, pardon. Ici, je vous rappelle que, ici, petit a et b, AB appartient à R2. Alors, bon, on a donc deux suites qui sont dans notre ensemble indice AB, et elles ne sont évidemment pas proportionnelles. Hein. Essayez, par exemple, pour n égale 0, il y en a une qui vaut rho, et l'autre qui vaut 0. X0 c'est rho et Y0 c'est 0. Donc voilà deux vecteurs de notre espace vectoriel de dimension 2 qui se forment une famille libre. Autrement dit, ces deux suites, la suite des xn et la suite des yn, forment une base de grand E indice AB. Si on prend une suite U, vérifiant notre relation de récurrence, dont le premier terme est U0 égale alpha, le terme initial, est U0 égale alpha, et le terme U1 c'est bêta,
il existe dans ce cas, je rappelle, c'est delta strictement négatif où delta est le discriminant de l'équation caractéristique, tel que donc, quel que soit n appartenant à grand N, un égale, alors on peut légèrement réorganiser, sortir par exemple ρ exposant n, c'est lambda xn plus mu yn, donc il vient lambda multiplié par cosinus n θ plus mu fois sinus n θ, avec ici une façon de trouver lambda. Alors la façon de trouver lambda, c'est d'utiliser les deux premiers termes. U0 égale, alors quand n égale 0, vous voyez que ça fait lambda et que ça fait alpha. Et U1 ça fait ρ facteur de, alors lambda cosinus θ plus mu fois sinus θ, et ça fait bêta. Voilà qui permet de déterminer U0, enfin lambda et mu. Alors, juste une précision, le sinus ici n'est pas nul parce que notre z n'est pas réel, autrement dit, ça c'est dans R privé de 2pi z, ce qui vous donne ici un système déterminant non nul qui permet de déterminer lambda et mu. Voilà pour ce dernier cas. Alors on va utiliser tout de suite ça dans un cas particulier qui nous est proposé. Alors avant d'étudier le cas particulier A égale 1 et B égale moins 1 demi, je reviens quelques secondes quand même pour souligner le résultat dans le cas delta strictement négatif. Tout de suite de E à B s'écrit sous la forme UN égale ρ exposant n lambda cosinus n θ plus mu fois sinus n θ, où, je vous le rappelle, ρ et θ sont respectivement le module et un argument d'une solution de l'équation caractéristique. C'est ça qu'il faut retenir et que j'aurais peut-être dû dire plus clairement avant de passer au cas particulier. On y va maintenant. Le cas qu'on nous propose, A égale 1, B égale moins 1 demi, on considère la suite U réelle telle que U0 égale 1, U1 égale 1, et pour tout n appartenant à grand N, on a la relation de récurrence UN plus 2 égale AUN plus AUN plus 1 plus BUN, à savoir UN plus 2 égale UN ln plus 1 moins 1 demi de UN. Alors ici, l'équation caractéristique s'écrit Q carré égale Q moins 1 demi, c'est-à-dire Q carré moins Q plus 1 demi égale 0. Son discriminant, c'est 1 moins 2, donc moins 1. Une des racines complexes de moins 1, c'est bien sûr I. On a donc deux solutions qui sont deux solutions de C de l'équation caractéristique dans grand C, deux solutions complexes non réelles qui sont 1 plus I sur 2 et 1 moins I sur 2. Alors, leur module, c'est racine de 2 sur 2, bien sûr. Et comme argument, vous voyez que ici, partie réelle et partie imaginaire sont égales. On peut prendre pi sur 4, exponentielle I pi sur 4. Alors, on sait qu'il existe lambda et mu, tel que pour tout n appartenant à n, un s'écrit. Alors, je peux sortir le racine de 2 sur 2, le tout exposant n, et mettre lambda fois cosinus n pi sur 4 plus mu fois sinus de n pi sur 4. De plus, alors U0, on a vu que ça, ça fait lambda et ça vaut 1. Et d'autre part, U1, donc ici j'ai déjà lambda égale 1, et d'autre part, U1, alors ça fait racine de 2 sur 2 facteur de, et bien ici racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, donc ça fait lambda racine de 2 sur 2 plus mu fois racine de 2 sur 2, donc ici j'ai U1 égale
1 demi de lambda plus 1 demi de mu qui vaut 1. Tac, tac, tac. Bon, donc lambda égale mu égale 1. Alors, lambda égale mu égale 1. Et on a l'expression explicite qu'on voulait, quel que soit n appartenant à un grand N, un égale racine de 2 sur 2 exposant n, multiplié par cosinus npi sur 4 plus sinus npi sur 4. Voilà l'expression explicite de notre suite qui nous avait été définie au départ par récurrence. Alors, pour finir, on fait la question 6 où il s'agit d'étudier la suite de Fibonacci. Alors, la suite de Fibonacci est évidemment une suite définie par une récurrence linéaire d'ordre 2. La plus simple, entre guillemets, u indice n plus 2 égale u indice n plus 1 plus u indice n. Donc, elle entre dans le cadre de notre étude et on va pouvoir donner la suite de Fibonacci sous forme explicite. On termine le TD avec l'étude de la suite de Fibonacci. Je l'ai appelé grand F, comme souvent elle s'appelle U dans l'énoncé. Disons que ces termes ici, je les ai appelés Fn. La suite des Fn est définie par F0 égale 0, F1 égale 1, et pour tout n appartenant à grand N, c'est bien sûr la relation qu'il faut connaître. F indice n plus 2, c'est F indice n plus 1 plus F indice n. Remarquez que c'est bien une suite définie par une relation de récurrence linéaire d'ordre 2. Et avec les notations du TD, ça revient au cas A égale B égale 1. L'équation caractéristique associée s'écrit Q carré égale Q plus 1 ou Q carré moins Q moins 1 égale 0. Son discriminant, c'est moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 plus 4, ça fait 5, qui est strictement positif. Donc c'est mes deux solutions. 1 plus racine de 5 sur 2. Vous reconnaissez ce qu'on appelle le nombre d'or. Et 1 moins racine de 5 sur 2. Alors, on est dans le cas numéro 1. C'est-à-dire, on a deux solutions distinctes à l'équation caractéristique. La suite géométrique dont la raison est ce réel et la suite géométrique dont la raison est celui-ci forment AN2 une base de l'ensemble des suites vérifiant cette relation de récurrence. Autrement dit, Fn est de façon unique une combinaison linéaire des deux suites géométriques que je viens de citer. Il existe lambda mu appartenant à R tel que quel que soit n appartenant à grand N, Fn égale lambda facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 exposant n plus mu fois 1 moins racine de 5 sur 2 exposant n. De plus, eh bien on va calculer F0. F indice 0 c'est lambda plus mu. Et ça c'est 0, et d'autre part F1, alors F1 ça fait, on va écrire lambda facteur de 1 plus racine de 5 sur 2, plus mu facteur de 1 moins racine de 5 sur 2, et la deuxième équation s'écrit donc lambda facteur de 1 plus racine de 5. Le mu c'est moins lambda facteur de 1 moins racine de 5. Ça fait 1. Ici ça fait 2. Donc finalement lambda c'est 1 sur racine de 5. Donc donne alors lambda égale 1 sur racine de 5 et mu. Du coup c'est moins 1 sur racine de 5. Bien ici j'ai bien 2 racines de 5 lambda égale 2. Alors c'est fini, ainsi le point, virgule on a, quel que soit n appartenant à grand N, antenne,
f indice n, on peut écrire ça de façon peut-être en factorisant 1 sur racine de 5 et en mettant ici 1 plus racine de 5 sur 2 exposant n moins, ouvrez la parenthèse, 1 moins racine de 5 sur 2 exposant n, voilà qui donne la forme explicite du nème terme de la suite de Fibonacci. Une remarque quand même, ici, ça c'est un irrationnel, ça aussi, mais Fn c'est des entiers. Hein, remarque, F2 c'est 1, F3 c'est 1 plus 1, ça fait 2, F4 c'est 1 plus 2, ça fait 3, F5 ça fait 5, F2, 3, 4, 5, F6 ça fait 8, etc. Et évidemment, tous les Fn sont des entiers. Bon, voilà qui achève ce TD. Je vais quand même utiliser un dernier tableau pour faire un résumé de la situation et peut-être une référence à une situation assez semblable que vous avez peut-être reconnue. Je termine par un petit résumé du TD. Donc il s'agit de déterminer l'expression explicite de nème terme d'une suite U dans R exposant n. Quand on dispose d'une relation de récurrence de la forme U indice n plus 2 égale A fois U indice n plus 1 plus B, UN où A et B sont des réels, et B n'est pas nul. On considère l'équation dite caractéristique associée, Q carré égale AQ plus B, ou Q carré moins AQ moins B égale 0. D'équation Q appartenant à C. Bon, au départ dans R, mais on s'est aperçu qu'il fallait parfois des solutions complexes non réelles. Alors, si C admet deux solutions réelles distinctes, Q1 et Q2, les suites géométriques, la première des Q1 exposant n et la deuxième des Q2 exposant n forment une base de l'ensemble des suites vérifiant la relation de récurrence, d'où l'existence unique d'ailleurs de lambda mu dans R2, tel que pour tout n, UN c'est lambda fois Q1 exposant n plus mu fois Q2 exposant n. Si maintenant C admet une solution réelle unique qu'on appelle Q0, alors là aussi il y a deux suites particulières qui forment une base, la suite des Q0 exposant n et la suite des n Q0 exposant n. Il existe donc de façon unique lambda et mu tel que UN s'écrit lambda plus mu n fois Q0 exposant n. Je peux peut-être mettre ça à chaque fois, hop, souligné, UN égale ça. Enfin, si C admet deux solutions complexes non réelles, Z des Z conjuguées, oui, parce que c'est quand même une solution à coefficient réel, hein, dont le module est ρ et un argument θ, le premier dans R plus étoile, le deuxième dans R privé de 2πz, privé de 2πz parce que les solutions ne sont pas réelles. Alors il existe de façon unique lambda mu tel que UN c'est ρ exposant n facteur de lambda fois cosinus nθ plus mu fois sinus de nθ. Là encore, il y a deux suites formant une base de l'ensemble de toutes les suites vérifiant la relation de récurrence. C'est la suite qui a n associée ρ exposant n cosinus nθ. Et d'autre part, la suite des ρ exposant n sinus nθ. Alors, je pense que ça vous est venu à l'esprit. Il y a des analogies très fortes, quelques différences aussi avec la détermination des solutions de l'équation homogène, l'équation différentielle homogène a y seconde plus by prime plus cy égale 0, d'inconnu y, une fonction deux fois dérivable de r dans R. Là aussi, on avait utilisé une équation dite caractéristique, AR carré plus BR plus C égale 0. Là, c'était A qui était non nul pour que ce soit une équation de degré 2. L'inconnu, c'est R dans C, il y a 3 cas, deux solutions réelles, une solution réelle ou deux solutions complexes conjuguées, là aussi, hein, puisqu'on avait pris ABC des réels, et donc que l'équation est à coefficient réel. Alors, je vais vous rappeler oralement les résultats, mais ce qu'il est important de comprendre, et c'est la plus grande analogie, c'est que l'ensemble des solutions, sol H ici, est un R espace vectoriel de dimension 2. Donc, dans chaque cas, il y a deux fonctions qui forment une base
de cet ensemble des solutions. Comme ici, il y a deux suites qui forment une base de l'ensemble de toutes les suites vérifiant la relation de récurrence qu'on avait appelée EAB. Alors, sol EH, ben, ça dépend des cas. S'il y a deux solutions réelles, R1 et R2 à notre équation caractéristique, les fonctions qui forment une base sont d'une part celle qui a t associée exponentielle R1t et d'autre part celle qui a t associée exponentielle R de t. S'il n'y a qu'une solution réelle qu'on appelle R0, les deux fonctions qui forment une base de l'ensemble des solutions, c'est d'une part celle qui a t associe exponentielle R0t, et d'autre part celle qui a t associe t fois exponentielle R0t. Là, il y a vraiment une grande analogie entre ici, là, et là, hein. Vous voyez qu'avec les exponentielles qui jouent le exponentiel t remplaçant les q exposant n, on retrouve beaucoup d'analogies. Enfin, le dernier cas, quand cette équation caractéristique dans le cas d'une équation différentielle a des solutions complexes conjuguées, ici on a une qui s'appelle z, là il faut isoler sa partie réelle, qu'on avait appelée alpha, sa partie imaginaire, qu'on avait appelée bêta, et dans ce cas, les deux fonctions qui forment une base de sol EH, c'est d'une part celle qui a t associe exponentielle alpha t cosinus bêta t, et d'autre part la fonction qui a t associe exponentielle alpha t sinus fois bêta t. Je vous laisse aller voir ça, ça vous rafraîchira la mémoire, et puis ça permettra d'ancrer aussi sans doute les résultats qui sont ici. Et bien voilà pour ce TD. On se retrouve pour une vidéo qui corrige la fin des exercices sur les déterminants. Je vous dis à bientôt.